Dans le monde entier, la cuisine est agrémentée d'épices. Ces ingrédients exotiques parfument nos assiettes et ont révolutionné la gastronomie. Leur commerce a même parfois changé le cours de l'histoire. Ce voyage nous permettra de comprendre comment les épices ont façonné notre monde. Je vais me rendre sur les lieux mêmes de leur naissance. La plupart des épices sont cultivées hors d'Europe. Je vais partir à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent de leur culture. Et je suivrai la piste des premiers explorateurs. Des empires ont été bâtis et détruits. Des fortunes sont nées, des vies ont été sacrifiées pendant l'une des périodes les plus exaltantes de l'histoire de l'Occident. Et tout ça au nom des épices. Allez! Plus vite! Deux épices ont repoussé les frontières de l'exploration plus que jamais auparavant. Elles ont redessiné la carte du monde et provoqué des guerres d'une rare violence dans l'une des régions les plus reculées du globe. Il s'agit du clou de girofle et de la noix de muscade. Au XVIe siècle, en Europe, ces épices sont convoitées autant pour leur saveur exotique que leur vertu médicinale. On les dit capables de soigner la peste. Mais elles sont aussi un signe extérieur de richesse, le symbole d'un statut social. Avec un sac de noix de muscade, on peut alors s'acheter une vaste demeure. Un seul problème, et il est de taille, il faut se procurer ces épices. La noix de muscade et le clou de girofle ne poussent que sur quelques îles perdues au milieu d'un immense archipel de 17 500 îles, l'Indonésie. Mon point de départ est l'île de Java. Sa capitale, Jakarta, était jadis une étape cruciale pour les marchands d'épices. Malgré les transports modernes, il n'y a toujours pas de moyen à la fois rapide et fiable pour atteindre les îles natales de la noix de muscade. J'opte donc pour la version traditionnelle. Bonjour. Bonjour. Ce voilier va suivre la piste empruntée par les navigateurs européens vers l'est de l'Indonésie et les îles Banda. Au XVIIe siècle, deux peuples occidentaux entrent dans la course aux épices, les Hollandais et les Anglais. Ils créent même des compagnies consacrées exclusivement à leurs recherches. Ils sont bien sûr attirés par la gloire, mais avant tout par la fortune colossale que leur apporterait le monopole de ce commerce. Ces navigateurs francs-tireurs sont armés et prêts à tuer toute personne qui se trouverait sur leur chemin. Mais ils doivent composer avec la population locale, car elle seule connaît l'emplacement de ces îles mystérieuses. Ces explorateurs ont sûrement fait le voyage avec des marins indonésiens réclamant des sommes colossales. C'est compréhensible, car la navigation astronomique n'était pas connue de tous. C'est par où? Par là. Par là? À tribord. Tribord. D'accord. Tribord, c'est à droite.
Au printemps 1599, les Hollandais devancent les Anglais et trouvent la route des îles Banda, un archipel de 10 petites îles volcaniques. Au bout d'un long et pénible voyage, ils viennent de découvrir la terre où l'or pousse sur les arbres. C'est la quête de ces îles et surtout des arbres qu'on y trouve qui a poussé les explorateurs à entreprendre des voyages incroyables, risquer leur vie et leur fortune. Voici les îles Banda. Et celle-ci, c'est Gunung Api, qui signifie montagne de feu. C'est un volcan. Les marins qui arrivaient ici disaient que le volcan crachait des flammes et de la fumée. Ils ont dû se demander s'ils étaient arrivés au paradis ou plutôt en enfer. Nous voici à Banda Neira, la capitale des îles Banda. C'est ici que les Hollandais ont découvert la précieuse noix de muscade, un secret jalousement gardé par les marchands arabes et asiatiques pendant des siècles. Aujourd'hui, ces îles produisent jusqu'à 500 tonnes de noix de muscade par an. Regardez ces arbres! Regardez, ce sont des noix de muscade. Il y a plein de fruits. Et ici, vous voyez, ce sont des fleurs de muscadier. Et là, des noix de muscade. Il y a des noix de muscade partout. Oui, partout. Bapa Ousmane est issu d'une grande famille de producteurs depuis 5 générations. Il possède un verger de plus de 200 arbres. Je vais vous montrer une noix de muscade ouverte dans cet arbre. Regardez. Là, vous voyez, c'est une noix de muscade ouverte. Donc celle-là est mûre. Oui. Et cette partie du fruit, vous en faites quelque chose? On en fait de la confiture, du sirop et du bonbon à la muscade. Du bonbon à la muscade? Oui. Et regardez ça. La partie rouge à l'intérieur? Oui, c'est le massis. Le massis, c'est l'enveloppe autour de la noix de muscade. On s'en sert pour des cosmétiques. Des cosmétiques? Le massis. Oui. Et à l'intérieur, la noix de muscade. Ça, c'est la noix de muscade. Elle sert à cuisiner, à soigner et à plein d'autres choses. Elle sert à tout. Les Hollandais et les Anglais, il y a des centaines d'années, sont venus ici à Banda. Tout ça pourquoi? Pour la noix de muscade. Et ils ont fait fortune. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Et vous avez 200 arbres. Mais pas d'argent. Montrez-moi comment on fait. Bapa Ousmane n'est pas un producteur comme les autres, car il possède la terre sur laquelle poussent ses arbres. Mais il doit reverser 30% de ses bénéfices au gouvernement pour jouir de ce privilège. Vous voyez celle-là en haut? Je vais l'accueillir. Elle est ouverte. Je l'accueille. Je peux essayer? Vous voulez? D'accord. Mais elle doit être ouverte, sinon je n'en veux pas. Hein. Celle-là est bien? Laquelle? Mais vous les avez toutes prises. Vous ne m'avez laissé aucune chance. Il n'y en a plus? Attendez, j'en vois une. Je la prends? Je tire? Voyons ça. C'est pour le caméraman. La mienne est minuscule. Oui, toute petite. Mais les vôtres, regardez. Elles sont magnifiques. C'est comme ouvrir un coffre à bijoux. Regardez. Comme elle est belle. J'y vais très doucement. Et maintenant? Ouvrez-la. Comme une fleur. J'enlève la peau. Ça, c'est le massis. Et regardez cette belle noix de muscade de Banda. La graine foncée, c'est la noix de muscade. Et le massis, c'est la partie rouge. Et ça, c'est pour la confiture. Pour la confiture. Pour le sirop. Pour le bonbon à la muscade. J'ai compris.
La noix de muscade est une petite graine délicate qui ne pousse que dans des conditions bien spécifiques. Et les îles Banda ont tout ce qu'il lui faut. Le muscadier aime les climats chauds et humides, les sols bien drainés et fertiles et plus de 1500 mm de précipitations par an. Le sol volcanique riche, la chaleur caniculaire et les averses fréquentes sur les îles Banda produisent ce que beaucoup considèrent encore comme la meilleure noix de muscade au monde. Une fois les noix cueillies, il reste à les préparer pour la vente. Et ce n'est pas une mince affaire. Salamat Sorai. Pendant la récolte, les femmes de Banda unissent leurs efforts pour séparer le fruit, le massis et la graine. Le tout en se racontant les derniers potins et en riant de bon cœur. Comme ça? Je peux en manger une? Oui. C'est amer. Vous l'ouvrez toujours? Et ça, c'est pas là. Oui, pas là. Je fais une découverte. Ce que je prenais pour la noix de muscade est en fait une coque, une troisième enveloppe sous laquelle se cache le véritable joyau. Voyons voir. Si je comprends bien, il y a plusieurs couches. Il y a la riz, le massis, puis il y a une coque, et dans la coque, il y a la noix de muscade. C'est incroyable que cette petite graine toute fripée vaille des sommes astronomiques et qu'elle ait rendu fou des navigateurs du monde entier. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après l'arrivée des Hollandais qui ont transformé ces îles en des plantations géantes, le mode de vie traditionnel a repris le dessus. Aujourd'hui, toutes ces femmes possèdent des arbres dans la montagne. C'est bien ça? C'est ça? Tout le monde a des arbres et peut faire sa propre récolte. Combien d'arbres vous avez? J'ai entre 100 et 150 arbres. 150? Ça fait beaucoup. Mais ça ne suffit pas à nourrir une famille. C'est pourquoi la plupart des habitants ont un deuxième métier. Et moi qui ai déjà du mal à exercer celui-là. Elle me dit que si je continue à travailler si lentement, elle va devoir réduire mon salaire. On ne l'a même pas encore négocié. Vous êtes mariée? Mariée, si je suis mariée? Oui. Le pauvre homme. Vous avez des enfants? Oui. Moi, non. Vous, 4? Combien? 5 enfants? Vous arrivez à dormir? J'ai passé une matinée amusante et très instructive, car j'ai compris le rôle crucial que joue la noix de muscade sur les îles Banda aujourd'hui encore. On a fini? Fini! La récolte de cette épice se fait dans la bonne humeur. Mais son histoire est bien plus sombre. Les colonisateurs hollandais ont laissé leurs traces partout sur l'île, comme en témoignent ces initiales de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. Cette compagnie commerciale, pilier de l'impérialisme néerlandais, est vite devenue un symbole de terreur et de haine pour les habitants des îles Banda. Ici, toute l'architecture coloniale est hollandaise. C'est un joli spectacle pour les yeux, mais c'est un bien funeste héritage.
Le plus redoutable des gouverneurs hollandais a débarqué ici en 1607. Il s'appelait Jan Pieterszoon Cohen. Et son avènement a inauguré une période de violence, à commencer par l'assassinat en masse de tous les chefs de tribu. C'était en 1621. Le gouverneur Cohen engage des mercenaires japonais pour exécuter ce massacre. Il les fait empaler sur des tiges de bambou en guise d'avertissement aux éventuels opposants. C'est la première étape d'une stratégie de domination par l'extermination, un génocide systématique. De 15 000, la population de l'archipel passe à 1 000 habitants. Le gouverneur Cohen décide alors de le repeupler avec des esclaves originaires de Java. Et tout ça au nom de la muscade. Cet événement est encore présent dans l'esprit des gens des îles Banda. Certaines victimes sont enterrées ici. 2 chefs, Hamdi et Pagdoula, se rendent sur les lieux de cette sépulture sacrée. Les villageois veulent préparer la cérémonie rituelle en l'honneur des chefs exécutés, mais il leur faut d'abord la permission de leurs ancêtres. Pouvez-vous me dire pourquoi les habitants des îles Banda sont toujours aussi déterminés à ne pas oublier le massacre? C'est notre histoire, même si elle remonte à très très longtemps. On se souvient encore de Jan Pieterszoon Cohen, qui a tué 44 chefs de tribus et des milliers d'autres gens ici. Chez lui, Jan Pieterszoon est un héros. Il a rapporté beaucoup d'or. Mais pour nous, c'est un homme monstrueux, un terroriste. Dans le village de Ratou, tout le monde se prépare pour une danse appelée Chakaleli. Cette tradition est destinée à raviver le souvenir des chefs assassinés. Pendant leur expédition punitive, les Hollandais ont décimé l'armée des îles Banda. Ces garçons représentent les seuls soldats rescapés. Chaque élément de ce costume éclectique a un lien avec la muscade. Le casque est un héritage des Européens. Les tissus rappellent ceux des marchands indiens. Et la fleur dans la bouche symbolise tout un peuple réduit au silence. Aujourd'hui, les habitants des îles Banda ont retrouvé leur voix et une partie des cultures de noix de muscade. Ces îles, de confession majoritairement musulmane, sont sous l'autorité du gouvernement de Jakarta, qui a rendu les muscadiers aux habitants. Mais ils se battent toujours pour récupérer la totalité de leurs terres. Je suis dans l'une des plus anciennes forêts de muscadiers de l'archipel. Certains arbres de cette ancienne plantation hollandaise ont plusieurs centaines d'années.
Après le massacre des chefs de tribu et de la majeure partie de la population, le gouverneur Cohen a entrepris de transformer ces terres en de gigantesques exploitations de muscadiers. Elles étaient entretenues par des esclaves. Cette forêt luxuriante et sauvage était jadis l'une de ces plantations. Et la raison pour laquelle j'en suis sûre, la voici. Cet arbre superbe. C'est un amandier. Les Hollandais les ont plantés pour offrir de l'ombre aux muscadiers. Écoutez, d'énormes pigeons vivent sur ces îles, très gros, avec des ailes vert foncé. Écoutez, ce sont des oiseaux magnifiques et ils mangent des amandes. Ces pigeons ont aussi un faible pour les noix de muscade. Ils sèment des graines de muscadier partout dans la forêt. Ces oiseaux sont très importants dans la reproduction de ces arbres. Ils ont sûrement planté plus d'arbres à eux tout seuls que les Anglais, les Hollandais ou les habitants des îles Banda. Il y a plus de 200 ans, les marchands européens ont découvert un trafic très lucratif, celui des graines de muscadier. Ces graines ont été exportées illégalement dans le monde entier et on trouve à présent des plantations dans des régions tropicales comme les Caraïbes ou l'Inde. Les îles Banda ont ainsi perdu le monopole de la muscade et les prix ont dégringolé. Aujourd'hui, la production suffit tout juste à faire vivre les habitants. Après l'école, les enfants mettent la main à la pâte en cherchant des noix tombées des arbres. C'est une véritable chasse au trésor. Pas bonne. Elle est verte. J'apprends. Et celle-là ? Elle est bonne. Non ? Elle est pas bonne ? Peut-être ? Non, pas bonne ? Non, celle-ci est pourrie. Non. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez. C'est à moi. Je suis sûre qu'ils vont être impressionnés. Regardez. Elle est belle, non? Oh non, tu viens de me battre avec une amande. Elle est comestible? Je peux essayer? Je ne sais pas où elle a traîné avant. Je trouve une noix de muscade parfaite et je me fais devancer par une amande parfaite. Je comprends pourquoi les pigeons en raffolent. Pour l'instant, j'ai exploré les principales îles Banda, colonisées par les Hollandais. Mais il en existe une qui n'est pas tombée entre leurs mains. Une île minuscule, colonisée par leurs ennemis jurés, les Anglais, venus dans cette partie du monde avec le même objectif: faire fortune dans la noix de muscade. Pour faire de l'ombre aux Hollandais, les Anglais créent la concurrente directe de la VOC, la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui a marqué les débuts de l'Empire britannique. Cette île, éloignée du reste de l'archipel, est leur toute première cible. Ce petit point presque inaccessible de 3 km de long sur 1 km de large va devenir bientôt la toute première colonie britannique, l'île de Roon. Vous n'imaginez pas la chance qu'on a. Cette mer peut être extrêmement agitée. On voit que c'est marée basse pour l'instant, car cette étendue de terre est très exposée. Les vagues viennent se briser sur les récifs qui encerclent l'île.
Ces mêmes récifs qui ont entraîné la perte de nombreux navires britanniques. L'homme choisi par la compagnie pour conquérir cette île au nom de la couronne est un héros improbable. Le capitaine Nathaniel Courthope est un aventurier intrépide et pour ainsi dire quelque peu roublard. Condamné pour avoir dérobé 600 livres à la compagnie, il est prêt à faire acte de repentir sur l'île de Rhône. Lorsque le capitaine Courthope débarque en 1616, on lui donne le conseil suivant. À votre arrivée à Rhône, montrez-vous courtois et affable, car les habitants sont maussades, pervers, défiants et perfides, susceptibles de prendre la mouche à la moindre occasion et de devenir alors plus embarrassants qu'un essaim de guêpes. J'ai hâte de voir ça. Ce n'est pas profond, il faut faire attention aux récifs. Essayez de contourner par là pour rejoindre la plage. J'ai l'impression qu'il n'y a que du sable, ça devrait aller. Bonjour. Bravo. Bienvenue sur notre île. Merci. Quel accueil! L'accueil que l'on me réserve aujourd'hui est tout sauf maussade et défiant. Les négociations du capitaine Courthope avec les habitants de l'île se déroulent en langage des signes. Elles vont changer le cours de l'histoire. En leur offrant sa protection contre les Hollandais tout-puissants dans la région, il les persuade de confier leur île aux bons soins de la couronne britannique. Lorsque le roi Jacques Ier apprend la nouvelle, il est si enchanté qu'il se proclame roi d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de Rhône. C'est vous le chef? Oui. Mais vous êtes très jeune. Je suis honorée. Les Anglais sont très célèbres ici. Vraiment? Ils ont fait un pacte avec les gens de Rhône. Le pacte avec les habitants de Rhône assure aux Anglais le monopole des exportations. Ils développent des plantations et remplissent des flottes entières de noix de muscade, direction l'Angleterre. Le tout sous le nez des Hollandais fous de rage, qui se lancent dans une formidable campagne militaire avec pour seul but d'éliminer le capitaine Courthope. Au bout de 4 ans de combats acharnés, les Hollandais lui tendent une embuscade en mer. Il s'est battu de toutes ses forces, mais il manquait d'armes et d'hommes et il a été tué. La légende raconte qu'il aurait sauté par-dessus bord et qu'on ne l'aurait jamais revu. Les Hollandais s'étaient enfin débarrassés de leur bête noire. Il y a peu de traces du passage des Anglais. Il reste quelques ruines ici et là, mais aucun monument notable. Rien qui rende hommage à la résistance courageuse, mais vaine, du capitaine Courthope contre les Hollandais. Il n'y a pas non plus de mémorial en hommage aux habitants sacrifiés dans cette amère bataille entre 2 empires ennemis. Une fois Courthope définitivement écarté, les Hollandais ont désormais le champ libre pour prendre le contrôle de la muscade. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour vous conter la suite, je me rends à 150 km de là, sur l'île d'Amboine. Au XVIIe siècle, les Hollandais ont établi le siège de leur pouvoir ici. Et malgré leur domination sur toute la région, ils sont persuadés d'être victimes d'un complot destiné à les chasser. Ces ruines sont tout ce qui reste du fort, jadis grandiose, où séjournaient les grands dirigeants hollandais, défendus par une kyrielle de soldats. À l'époque, une poignée d'Anglais vit également sur l'île. Ils ne sont que 18. Ce sont surtout des marchands et des marins, mais il y a aussi un barbier et un tailleur. Ils sont fauchés comme les blés et ne rêvent que de rentrer chez eux.
Ils ne sont donc pas franchement une menace. Pourtant, la paranoïa des Hollandais est telle qu'ils sont convaincus que ce petit groupe d'Anglais ruinés complote pour les renverser. Le gouverneur hollandais les fait donc jeter au cachot. Ils sont torturés des jours entiers jusqu'à ce qu'ils avouent un complot dont ils ignorent totalement l'existence. Et en 1623, ils sont tous décapités devant une foule surexcitée. La stratégie du gouverneur Cohen, la domination par l'extermination, est très bien engagée. Pour couronner le tout, les Hollandais envoient aux Anglais la facture du velours qui ornait le billot du bourreau. Le massacre du fort marque le début d'une guerre ouverte entre les Hollandais et les Anglais, et les habitants de l'île se retrouvent pris entre les feux de leurs canons. Le dernier chapitre de notre histoire de Muscade me ramène sur le rivage de la première colonie britannique, l'île de Rhône. C'est ici que l'équilibre du pouvoir mondial va prendre un tournant décisif. En 1620, suite à la mort du capitaine Courthope, la couronne britannique a perdu sa colonie de muscadiers au profit des Hollandais. Il faudra attendre presque 50 ans avant que le roi Charles II d'Angleterre prenne sa revanche. Le roi Charles II envoie une flotte de l'autre côté de l'Atlantique et prend l'île hollandaise de la Nouvelle-Amsterdam. 2 ans plus tard, les deux parties se réunissent pour tenter de trouver un accord de paix, mais c'est très difficile. Les Anglais exigent de récupérer l'île de Rhône et les Hollandais refusent catégoriquement. Les négociations semblent dans l'impasse jusqu'à ce qu'un esprit intelligent dise « Pourquoi vous ne gardez pas ce que vous avez déjà ?» À contre-cœur, les Anglais disent « D'accord, on garde la Nouvelle-Amsterdam, vous n'avez qu'à garder Rhône. » Et ils s'exécutent. Les Anglais font une croix sur les îles aux épices, rebaptisent la Nouvelle-Amsterdam New York, et un tout nouveau chapitre de la colonisation commence. Bien que les Anglais se tournent vers une autre région du globe, les îles aux épices restent un trésor extrêmement convoité par les puissances occidentales. Mais les premiers explorateurs n'ont pas fait tout ce chemin simplement pour de la muscade. Ils sont aussi venus chercher une autre épice alors très prisée et tout aussi exotique, le clou de girofle. À l'époque, le clou de girofle est apprécié en Occident pour sa saveur et ses vertus médicinales. On le dit même aphrodisiaque. Pour en savoir plus sur cette épice, je me rends à 450 km de là, au nord de l'Équateur, sur l'île natale du clou de girofle, Ternate. Les Européens se sont intéressés au clou de girofle bien avant la muscade, motivés par la même ambition: supprimer les intermédiaires arabes et asiatiques et contrôler le commerce de l'épice à la source. Les premiers navigateurs à explorer cette région du monde ne sont pas les Hollandais, mais les Portugais. À leur arrivée, ils découvrent des royaumes en guerre. Les Portugais veulent des clous de girofle et les royaumes ennemis veulent des armes. Tout le monde y trouve son compte. Ternate fait partie d'un groupe d'îles volcaniques qui était jadis le seul endroit sur Terre où on trouvait du clou de girofle. Chaque île est gouvernée par un sultan. La rivalité entre l'île principale, Ternate, et sa proche voisine, Tidor, était très vive. Quand les premiers Européens ont débarqué, les sultans ennemis ont tenté de les mettre de leur côté, car ils savaient que s'allier avec des étrangers riches et armés leur donnerait l'avantage.
C'est le sultan de Ternate qui a gagné leur faveur. Il a ainsi offert aux Portugais le monopole du clou de girofle pendant plus de 50 ans. Ici, l'arôme intense et entêtant du clou de girofle est partout. Ces petites brindilles sont des boutons séchés de giroflier. J'ai l'impression que l'île entière est faite de clous de girofle. Au XVIe siècle, Ternate était le port de commerce le plus prospère d'Indonésie. L'influence de son sultan était immense. Les Européens sont arrivés les bras chargés de cadeaux pour obtenir ses faveurs. Encore aujourd'hui, personne ne fait rien sur l'île sans l'autorisation du sultan. C'est grâce à l'intervention du sultan que je rencontre Vanarai Usman. Sa famille cultive le clou de girofle depuis plusieurs générations. Elle vit au pied du mont Gamalama. Traverser cette forêt, c'est comme traverser le rayon exotique du supermarché. Bala, noix de muscade. Il y a de la papaye, du clou de girofle, de la banane, du cacao. Il faut grimper jusqu'aux arbres sur les pentes du volcan. On a dû marcher au moins 1h30 sur une pente très raide. Et c'est seulement une fois en haut que le travail peut vraiment commencer. Regardez, c'est très joli. On dirait des sortes de candélabres. L'ombre parfumée de ces arbres majestueux est l'endroit rêvé pour échapper à la chaleur écrasante. Les fleurs doivent être cueillies avant qu'elles ne s'ouvrent. C'est quand les boutons virent au rose qu'ils sont le plus aromatiques. C'est incroyablement fatigant. Vanara et moi faisons le travail des débutants, avec les branches les plus basses. Mais il faut aussi cueillir les fleurs du haut. Cette technique de récolte traditionnelle n'a pas changé depuis le temps des colonisateurs portugais. Les branches les plus hautes sont abaissées grâce à un système complexe de cordes afin de pouvoir atteindre les fleurs au sommet de l'arbre. De retour au village, tout le monde s'attelle à la deuxième étape de la récolte. On vole les clous de girofle. C'est comme ça qu'on appelle ici le fait de séparer le bouton de la tige. Il faut pincer la tige, la retourner dans le creux de la main et appuyer pour libérer les boutons. Ensuite, on fait deux tas, l'un avec les boutons, l'autre avec les tiges. J'ai un noyer dans mon jardin. Il a donné énormément de noix cette année. Juste avant de venir en Indonésie, j'en ai cueilli plusieurs kilos et j'ai fait des conserves. Et une des choses que j'ai mises dans mes conserves, ce sont des clous de girofle. Mais je n'avais aucune idée du travail que représentait un seul petit clou de girofle. C'est drôle. C'est devenu une épice tellement banale pour nous. Mais quand je vois tout ça, quand je vois toute une famille, tout un village qui dépend entièrement de ces petits clous de girofle que je mets dans mes conserves, je ne vois plus les choses de la même façon. Aibom, aibom, tapile, tapile.
Partout sur l'île, des clous de girofle sèchent au soleil sur le bord de la route. C'est une belle récolte. Elle doit faire dans les 20 kilos. Et il nous a fallu à nous tous, on était 5 ou 6, environ 1 heure. C'est pas mal. 3 jours, au soleil. Donc ils vont rester là pendant 3 jours. Tout comme les boutons, les tiges sont aussi très recherchées, notamment par l'une des premières industries indonésiennes. Ici, les clous de girofle servent avant tout à aromatiser les cigarettes. Les tiges broyées sont mélangées au tabac pour fabriquer ce qu'on appelle les kretek, ou cigarettes aux clous de girofle. C'est une opération financière telle que les grandes multinationales se sont associées à ce marché lucratif. Regarder ces femmes travailler donne le tournis. J'ai l'impression de les voir en vitesse accélérée, mais pas du tout. C'est la vitesse à laquelle elles travaillent. Lisa fait ce métier depuis 16 ans. Et comme toutes les femmes dans cette usine, elle roule 400 cigarettes par heure. Figurez-vous qu'aucune de ces ouvrières ne fume. J'ai envie d'essayer, mais j'ai peur du ridicule. Ça fait 6 ans que je n'ai pas roulé de cigarette. Encore un peu, comme ça? Il faut le pousser, d'accord. Et là, j'abaisse. Stop. Stop. Ces femmes ont 3 mois de formation pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Même avec votre aide, c'est la cata. Je vais réessayer. On recommence, allez. Pourvu que ça marche. Alors, inspecteur? On va voir si ça rentre. Allez, rentre là-dedans. Ouais! Même si la majeure partie de la récolte part en fumée, l'Indonésie reste l'un des plus grands producteurs de clous de girofle au monde. Les racines de ce commerce remontent aux explorateurs portugais qui ont changé à jamais le destin de cette épice. Les premières années de leur présence ici, les Portugais entretiennent de bonnes relations commerciales avec la population. Mais au fil du temps, ils deviennent trop gourmands et exigent le contrôle absolu de la production. L'enlèvement du sultan est le premier d'une longue série d'événements tragiques qui se sont déroulés dans l'enceinte de ce fort portugais. En 1570, les Portugais ont tué le sultan. Bien sûr, les habitants de l'île ont voulu riposter. Ils se sont rués sur le fort, mais ils n'ont rien pu faire, car les Portugais avaient des fusils et pas eux. Au lieu de se battre, les habitants de l'île ont barré toutes les issues et assiégé le fort pendant 5 ans. C'est la famine qui a contraint les Portugais à se rendre. C'est la fin de la présence portugaise à Ternate. Dans un village non loin du palais, de jeunes enfants apprennent une danse guerrière. Le maître de musique du sultan s'appelle Atta Hassan Ali.
il apprend aux plus jeunes la danse de Soya Soya. La danse de Soya Soya évoque le jour où le corps du sultan nous a été rendu, après son assassinat. Quand les Portugais étaient encore là, on était très en colère contre eux. Ils se sont servis de nous. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, on voit le bon côté des choses. Dès la fin du XVIe siècle, suite à la mort du sultan et à la défaite embarrassante des Portugais, leur influence commence à décliner. Le nouveau sultan n'est que trop désireux d'attirer une autre puissance étrangère sur les rives de Ternate. Et devinez qui saute sur l'occasion? Ce sont les Hollandais qui reprennent le commerce du clou de girofle abandonné par les Portugais. Ils débarquent sur l'île en mai 1599, impatients de prendre le contrôle d'une nouvelle activité lucrative, mais avec des méthodes peu orthodoxes. Des girofliers poussent aussi sur l'île d'Amboine, déjà entre les mains des Hollandais. Afin de dominer entièrement le marché, ils décident de le restreindre, ce qui fait instantanément grimper les prix en Europe. Amboine gardera ses girofliers, mais Ternate sera vidé de ses arbres jusqu'au dernier. Bien sûr, le sultan n'aurait jamais laissé faire ça, et les Hollandais ont dû ruser pour arriver à leur fin. Ils ont dit aux gens de Ternate que les Européens ne voulaient plus simplement les clous de girofle, mais les branches entières, puis l'écorce, puis les racines. Et l'un après l'autre, tous les girofliers de l'île ont commencé à mourir. À l'exception de celui-ci, qui n'était alors qu'une bouture conservée dans le palais du sultan. Il se dresse fièrement, tel un pilier résistant à l'envahisseur. Car les Hollandais ont quitté l'île, mais les clous de girofle sont encore là. Pour les habitants de Ternate, tous les girofliers de leur île descendent de cet arbre. Au moment de la récolte, on s'aperçoit à quel point la culture de cette épice est omniprésente dans la vie quotidienne. Les femmes du village préparent un repas pour fêter la récolte, le salamat am. Je suis en charge des noix de coco. Et j'ai un outil fantastique. Je fais ça comme il faut, c'est bien? C'est ce qu'il nous aurait fallu quand on a découvert la noix de coco et qu'on ne savait pas l'ouvrir. Ça? Naturellement, les clous de girofle sont à l'honneur dans ce festin. Ils sont mélangés à de la noix de coco pour parfumer le riz. Donc ça va là-dedans. Tout? Comme ça? C'est du riz blanc avec de la citronnelle, je crois. On ne va pas mourir de faim aujourd'hui. Comme ça? Voyons s'il va tenir. Oui! Je peux essayer? On dirait un volcan, non? Comme le volcan, là. Une sculpture de riz. C'est magnifique. Donc la base symbolise le peuple et le sommet représente le sultan. Mon voyage en Indonésie touche à sa fin. Ce fut une aventure intense et riche en émotions.
J'ai été merveilleusement bien accueillie et j'ai vu comment la noix de muscade et le clou de girofle rythment encore la vie des habitants. Je trouve incroyable que ces îles à peine visibles sur une carte et ces épices qu'on trouve dans tous les supermarchés aient joué un rôle si crucial dans l'histoire et le commerce mondial. Et aujourd'hui encore, la noix de muscade et le clou de girofle n'ont rien perdu de leur saveur et de leur exotisme.